Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce supplément, ce bada un peu particulier qui fait que nous profitons de la présence de notre ami Richard Verly aux États-Unis. Richard Verly, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour votre quotidien suisse, pour Le Temps, vous êtes aux États-Unis depuis maintenant une bonne dizaine de jours et vous n'êtes pas resté au même endroit, mais vous avez commencé par le Texas où vous êtes resté, vous allez nous dire combien de temps. Et le Texas est évidemment un État important, d'abord parce qu'il envoie un nombre raisonnable de délégués à l'élection présidentielle. Je crois que c'est le deuxième en nombre pour les délégués, les grands électeurs, après la Californie. Le Texas a donné quelques surfroids aux républicains au moment des élections de midterms avec un candidat démocrate dont on disait qu'il était capable de battre Ted Cruz pour le poste de sénateur, de l'un des deux postes de sénateur du Texas, alors que le Texas a été longtemps démocrate et il est maintenant républicain à travers ces deux sénateurs. Et puis, l'autre raison, ou plus exactement, l'autre biais que vous avez raconté à vos lecteurs, par lequel vous avez abordé le Texas, c'est qu'il était l'État du regretté Lyndon Baines Johnson. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la méthode que vous avez choisie pour explorer le Texas? Eh bien, oui, Philippe, vous avez résumé les raisons qui m'ont amené à choisir le Texas. Alors, je dois dire qu'à ces raisons s'en ajoute une autre qui était la volonté de comprendre l'Amérique de Trump, parce que qui rurale du Texas, qui est quand même très importante, est une Amérique extrêmement trumpiste, et d'ailleurs, j'ai pu le vérifier par moi-même. Donc, je voulais à la fois trouver un État qui était emblématique de la conquête possible par Joe Biden, puisque les sondages affirment qu'il pourrait l'emporter au Texas et donc empocher les 38 délégués de cet État, donc deuxième État en nombre de délégués après la Californie, tout en racontant la réalité du pays profond acquis à Donald Trump. Et pour ça, j'ai trouvé un lien entre les deux, quelque part, qui est le site de Lyndon B. Johnson, Lyndon Baines Johnson, président des États-Unis donc de 1964 à la mort de Kennedy, puisqu'il en était le vice-président, jusqu'en 1969. Il est réélu une seule fois, il est élu une seule fois, mais il ne cherche pas sa réélection, car il a été entre-temps détruit et son mandat avec lui par la guerre du Vietnam. Pourquoi Johnson? Parce qu'à la fois Johnson était une figure absolument texane, il avait grandi dans une ville qui porte d'ailleurs le nom de sa famille, Johnson City. J'ai visité son ranch, le Texas White House à Stonewall, qui est environ à 4 heures de route de Dallas. D'autre part, Johnson, et on l'a oublié en Europe, était une figure éminemment progressiste en termes intérieurs américains. Il a quand même été l'initiateur de ces lois de 1964-1965 sur la Great Society, la grande société, des lois sociales, notamment en matière scolaire, en matière d'infrastructure, en matière de soutien aux classes les plus pauvres et aussi évidemment en matière de droit civil avec le Civil Rights Act. Et Johnson, enfin, dernière chose, était démocrate. Alors, un parti démocrate d'une autre époque, mais qui à l'époque tenait le Texas, puisque le Texas bascule du côté républicain en 1980, et depuis, il l'est resté. Aujourd'hui, les deux sénateurs de l'État, dont Ted Cruz, dont vous avez parlé, sont républicains. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles il me semblait judicieux, venant d'Europe, d'aller au Texas pour essayer de comprendre cette Amérique qui va voter le 3 novembre. Alors, cette Amérique qui a voté Johnson, ou ce Texas qui a voté Johnson, mais aussi cette Amérique, euh, vous avez, au fond, vous l'avez portraituré comme l'Amérique des classes moyennes, à l'époque. Et vous êtes parti à la Tout à fait. recherche de ces classes moyennes. Vous les avez trouvées? Alors, je ne les ai pas trouvés parce que justement, la classe moyenne américaine idéalisée par Lyndon Johnson et dont parle beaucoup aujourd'hui Joe Biden, eh bien, elle n'existe plus. Et c'est d'ailleurs au fond toute l'ambiguïté et la difficulté de Joe Biden et du Parti démocrate actuel. Si vous regardez et que vous écoutez les discours de Joe Biden, des discours qui sont pour la plupart prononcés
hors du public, puisque contrairement à Donald Trump, le candidat démocrate ne veut pas mettre en danger la santé de la population. Il se tient donc à distance. La plupart du temps, ce sont des événements retransmis à la télévision ou devant un tout petit public. Quand Joe Biden parle, il parle de la middle class en permanence. Et il dit même qu'il est entré en politique pour la middle class. Donc, il a en tête cette idée de travailler durant son mandat avec un certain nombre de mesures économiques pour cette classe moyenne qui, selon lui, et il a sans doute raison, est le socle de la démocratie américaine et aussi le socle de l'unité américaine. La difficulté, c'est que quand vous allez au Texas, donc l'État où Johnson avait tenu le même discours il y a 40 ans, vous vous apercevez que cette classe moyenne, eh bien, elle est désagrégée. Parce que vous avez affaire à plusieurs classes moyennes au pluriel. Vous avez les latinos qui ont réussi. Le Texas est évidemment un État où il y a énormément de latinos. Ceux-là, pour une grande part, ils sont quand même assez trumpistes parce que le culte de la réussite chez eux l'emporte sur le souci, disons, de la classe moyenne américaine et des États-Unis en général. Ensuite, vous avez la classe moyenne blanche, celle, j'allais dire, qui reste, qui est avant tout la classe des éleveurs, des agriculteurs, mais aussi des petits entrepreneurs, qui, elle, se sent en danger, qui, elle, se sent assiégée, qui voit son identité peu à peu mise en cause, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a aussi voté Trump. Et enfin, vous avez le gros de cette classe moyenne américaine, qui est aussi le gros des électeurs de Biden, qui sont les gens qui vivent dans les métropoles, qui souvent d'ailleurs sont venus de Californie ces dernières années parce que c'est plus simple de s'installer au Texas, ça coûte moins cher. Donc, vous avez beaucoup de gens du secteur du numérique, du secteur de la finance, dont la capitale est un peu la capitale de l'État du Texas, Austin, qui est une ville extrêmement agréable avec une université très dynamique. C'est là aussi où se trouve la bibliothèque Lyndon Johnson. Eh bien, cette classe moyenne d'Austin, assez jeune, elle n'a pas du tout la même vision du monde que la classe moyenne des latinos ou que la classe moyenne des blancs ruraux. Cette classe moyenne d'Austin, elle correspond à ce que veut faire Biden. Elle épouse son agenda climatique, elle épouse, je dirais, son agenda international. Elle comprend que l'Amérique est intégrée dans le monde. Ce n'est pas du tout le cas des deux autres groupes dont je vous ai parlé. Donc, ce que j'ai découvert au Texas, c'est que malheureusement, face à cette fragmentation de la classe moyenne américaine, ce sera sans doute extrêmement difficile pour Biden, sinon d'être élu, ça on le verra à partir du 3 novembre, après de présider et de gouverner dans le sens de l'unité qu'il veut imposer. Autrement dit, ce qui pourrait faire éventuellement basculer le Texas et ses 38 grands électeurs, c'est cette dernière variante de la classe moyenne dont vous venez de nous parler, c'est-à-dire celle qui est plus jeune et dont la prospérité, ou en tout cas dans la situation, tient à son intégration dans l'économie mondialisée. Absolument. D'accord. C'est tout à fait ça, et c'est d'ailleurs pour ça que les instituts de sondage et les instituts d'études politiques estiment que le Texas, à terme, alors ce ne sera peut-être pas cette élection, va basculer dans le camp démocrate, c'est que démographiquement parlant, l'attractivité de cet État, l'attractivité de villes comme Dallas, comme Austin, dont je parlais à l'instant, comme San Antonio, et aussi comme Houston, mais avec une particularité pour Houston, c'est que la population liée au business du pétrole y est très importante. Or, cette population-là, elle est plutôt trumpiste. C'est dans les métropoles que va se jouer le destin d'un État comme le Texas, le destin électoral. Et effectivement, cette nouvelle population, je dirais qu'on pourrait qualifier de californienne, qui vit un peu au rythme des géants de l'Internet de Californie et qui vit à la manière de cette population californienne, c'est elle qui, dans un État très rural comme le Texas, peut faire la différence in fine en faveur de Joe Biden, mais avec toute une question posée derrière, c'est les divisions et les fractures au sein de cet État, qui sont aussi les divisions et les fractures de l'Amérique. Oui, je voudrais citer une citation que vous avez intégrée dans l'article que vous avez publié, dans l'un des articles que vous avez publié dans votre journal Le Temps sur votre séjour au Texas. C'est une citation de Lorenzo Lozano, qui est un habitant de San Antonio et qui dit l'Amérique dont parle Biden n'existe pas au Texas, même si l'État redevient démocrate, le chacun pour soi l'emportera toujours. Oui, alors Lozano, je suis tombé sur lui par hasard. Je voulais, vous savez, quand on est
en reportage, on veut toujours trouver des repères, surtout quand on parle d'un pays comme les États-Unis, des repères qui sont significatifs pour le lectorat. Et j'ai donc choisi de démarrer mon reportage à Fort Alamo. Alors, Fort Alamo, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est quand même la résistance emblématique du Texas face à l'époque aux armées mexicaines. On est en 1836 et qui sera suivi en 1845 par l'entrée du Texas dans l'Union, dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Et là, en me baladant autour d'Alamo, qui est aujourd'hui une petite ruine bien entretenue au milieu de la ville de San Antonio, je tombe sur ce monsieur qui est d'un certain âge, qui est d'une certaine corpulence également, qui était venu là avec ses 2 petites filles et qui repartait ensuite chez lui. Et il se trouve qu'il habitait à côté de Johnson City, la ville de Lyndon Johnson. Donc, quelque part, j'ai fait une bonne pioche immédiate et j'apprends que quand il était jeune, il a fait des vacations, quand il était très jeune, donc adolescent, il a fait des vacations au ranch de Lyndon Johnson et il me disait Johnson était un raciste, il nous méprisait, donc Johnson, ce n'était pas du tout la courtoisie incarnée ou en tout cas que veut incarner Joe Biden. Et grâce à Lozano, j'ai compris les fractures profondes de cet État, mais j'ai compris aussi que la force de Lyndon Johnson, qui aura été un grand président américain, qui était un homme extrêmement rude, dont certains d'ailleurs apparentent les attitudes aux attitudes de Trump aujourd'hui, c'est quelqu'un qui faisait peur aux congressmen pour obtenir leur vote. La force de Johnson, c'est qu'il a présidé contre l'intérêt de son parti, contre l'intérêt du Parti démocrate de l'époque, et notamment du Parti démocrate texan. Il a imposé la grande société et l'acte sur les droits civiques contre la volonté de son parti. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'après, son parti a été battu au Texas. Alors que Trump a fait exactement le contraire. Trump a présidé uniquement dans les intérêts de sa clientèle. Et la grande difficulté pour Biden, s'il arrive au pouvoir, pourra-t-il présider contre les intérêts de son parti démocrate aujourd'hui, où il y a toute une frange, la frange, disons, incarnée par Bernie Sanders, qui veut une Amérique très différente de l'Amérique aujourd'hui, qui veut une Amérique avec davantage de réglementation, qui veut une Amérique qui rebascule avec des grands programmes sociaux. Là, je ne me prononce pas sur la qualité de ce que propose Bernie Sanders, je constate simplement que c'est à l'opposé de ce que veut toute une partie du pays et la difficulté pour Biden sera de se situer au milieu de cette équation. Richard Verly, je vous remercie d'avoir été, en plus de celui du temps, été quelque peu l'envoyé spécial du Nouvel Esprit Public au Texas. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes maintenant et quelle est la suite de votre programme? Au moment où nous parlons, Philippe, je suis à Pittsburgh. J'ai choisi de venir après le Texas en Pennsylvanie. Donc, vous savez, la Pennsylvanie, c'est un État absolument clé pour l'élection présidentielle. C'est un État que Trump ne doit absolument pas perdre. Et là, il a, semble-t-il, aussi des chances de le perdre. C'est un État industriel. Ça fait partie de ces États, disons, ouvriers, blue collars, qui comptent aux États-Unis. Et c'est un État qui a 2 faces. Vous avez la face atlantique avec Philadelphie et la face disons, de l'Ouest, qui est celle de Pittsburgh où je me trouve maintenant. Et je voulais venir pour raconter comment cette Amérique ouvrière, qui a été extrêmement sinistrée, exposée à des drames continus depuis des années, vit la candidature de Biden et est-ce qu'elle y voit de l'espoir par rapport à Donald Trump. Nous vous souhaitons une excellente continuation de votre séjour de reportage que nos auditeurs peuvent lire dans Le Temps, le journal accessible par Internet, comme il est accessible dans les kiosques. Et je vous remercie d'avoir consacré un peu de votre temps au Nouvel Esprit Public. Je vous dis à bientôt, Richard. Merci, Philippe.